Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Théo, j'ai 20 ans et je suis pompier professionnel. Alors, le sujet actuel, ça va être l'affaire Naël. Mhm. Et donc, tout d'abord, on aimerait savoir ce que tu sais sur cette affaire et ton avis sur l'affaire. Ce que je sais sur cette affaire, c'est que récemment, le procès il a pris fin, que le policier mis en cause il a été gracié, que les recherches ont montré que Naël était coupable de A à Z et que voilà. Dans mon métier, j'ai été victime de ce qu'il y a eu après le meurtre de Naël, les émeutes au début de l'été 2023. Et puis voilà, c'est ce que je sais grosso modo. Je ne vais pas m'étaler, sinon on n'aura pas le temps. Et quel est ton avis à propos de ce sujet? Pour moi, il n'y a pas d'avis à avoir, c'est la justice qui a eu son avis. À partir du moment où tu n'as pas le permis, tu n'as pas à être au volant d'une Mercedes. Donc à partir de ce moment-là, la vie est toute tracée. Quelle était déjà ta première réaction face à la mort de Naël? Ma première réaction, c'est que pour moi, personne ne mérite la mort. Ça, c'est clair et net. Maintenant, quand on se fait arrêter par la police, il faut s'arrêter. Pensez-vous que l'usage de la force par le policier était justifié dans cette situation? Alors, je ne sais pas si vous avez vu le compte-rendu final du procès. Et alors là, tu dis que les vidéos, elles montraient qu'il n'était pas spécialement en danger et tout ça. Il me semble que l'expertise, elle montre qu'en fait, il y avait un risque pour le policier qui était du côté du muret de se faire écraser entre les deux, tout simplement. Que lui, il était donc en appui sur le pare-brise avec son coude pour tenir sa position. Et que le but n'était évidemment pas de tuer le conducteur. Notamment, on sait que c'est quand même le policier qui a tiré à quelqu'un qui a été décoré plusieurs fois pour ses services rendus, qui avait un casier, enfin, qui n'avait jamais eu de bavure policière ou quoi que ce soit. Donc, il faut aussi prendre tous les éléments en compte et, pas mettre la faute tout sur le policier comme s'il avait voulu tuer cet enfant. Comment évaluez-vous la réaction de la police pendant cette intervention? Je dirais peut-être dépassé. Dépassé parce qu'ils sont face à un jeune qui fait une course-poursuite dans Nanterre, donc c'est quand même une ville qui est assez dense. On voit quand même plusieurs fois sur les caméras de surveillance de la ville qu'il est à deux doigts de percuter des personnes à vélo, une femme avec une poussette, il me semble aussi, et qu'ils sont que deux pour gérer cette situation-là. Et qu'il a déjà redémarré, donc il a déjà fait un refus d'obtempérer lors de la course-poursuite. Là, ils sont encore que deux pour refaire la même chose. Rebelote, il essaie de redémarrer. Tu t'insistes sur le fait qu'au début, qu'il était sur 3 jours d'affilée, je crois, sans repos, ce que tu disais. Je ne sais plus exactement. J'ai dû le dire, mais... Bref, il sortait de pas mal de jours d'affilée, ce qui montre aussi les manques d'effectifs qu'il y a dans la police. Donc je pense qu'à leur échelle, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais en effet, des moyens plus importants devraient être mis en place. Ne serait-ce que sur de la prévention. Tu vois, tu as toi-même dit, c'est une voiture, une grosse cylindrée qui a été importée en France, qui arrive dans les mains d'un jeune de 17 ans. Il y a peut-être aussi un contrôle à avoir sur tout ça en amont. Pensez-vous que les images filmées par les témoins modifient la perception des faits? Le problème d'une image amateur, c'est qu'elle ne montre qu'un point de vue. Elle peut être parasitée par une qualité d'image qui est mauvaise, par des sons parasites. Je ne pourrais pas donner un avis tranché là-dessus. Certainement que la vision d'un témoin est importante et à avoir dans l'affaire. Maintenant, les expertises qui ont été menées pour le procès se sont basées pas que sur des vidéos, mais sur l'emplacement exact où était la voiture, la position exacte où étaient les policiers. Et même si ça a pu apporter quelque chose lors de l'enquête, ce n'est pas la chose qui est primordiale. Selon vous, quelle réforme pourrait être
nécessaires pour éviter ce type de tragédie à l'avenir? Ce serait facile de dire qu'il faut plus de moyens policiers, parce que c'est une évidence. Ils sont que deux pour gérer une situation. Comme je l'ai dit, il a déjà fait un refus d'obtempérer lors de cette course-poursuite. Ils ne vont pas réussir le deuxième coup, il va réessayer forcément. Donc là, il faudrait plus de moyens. Ensuite, il faudrait un contrôle. C'est pas normal qu'un jeune de 17 ans, je crois qu'il avait 17 ans, se retrouve au volant d'une grosse Mercedes. Parce que là, on parle d'éducation, d'incivilité. Avant même qu'il y ait la course-poursuite, il roule sur les voies de bus, quoi. Donc, faut aussi commencer par le commencement. Donc, pour moi, on est sur de l'éducation, des incivilités, puis après, derrière, un manque de moyens de la police, et puis aussi peut-être un manque de formation. Il me semble que les policiers sont quand même, ont une formation au niveau de l'arme à feu qui est assez réduite. Ils ne tirent pas assez souvent, ils ne sont pas habitués à... Enfin, non, là, j'allais dire quelque chose de maladroit, mais ils ne sont pas assez entraînés, informés sur tout ça. D'abord, comment est-ce que ce jeune, il en arrive à être à avoir dans ses mains le volant d'une Mercedes, à contourner complètement le code de la route, et derrière, les policiers, est-ce qu'ils sont assez préparés, est-ce qu'ils sont aptes au moment où tu me dis, voilà, il y a plusieurs jours d'affilée, tout ça, la fatigue s'accumule. Pour moi, c'est un tout. Ce serait facile de dire qu'il n'y a qu'un seul fautif, même si il y a forcément un élément déclencheur. Comment percevez-vous la réaction des différents groupes de citoyens face à cet événement? Qu'est-ce que tu appelles groupe de citoyens? C'est quoi pour toi les différents groupes de citoyens? Les différentes communautés ou les personnes qui font partie d'un même groupe d'opinion politique. Ok. C'est vrai qu'il y a deux camps quand même qui se sont assez facilement distingués, hein, ceux qui étaient pour Nahel, entre guillemets, et ceux qui étaient pour la police. À titre personnel, j'étais victime de ceux qui étaient pour Nahel. Lors des interventions qu'on a pu mener pendant les émeutes, on s'est fait caillasser, victime de tirs de mortier, certains ont été blessés, des engins ont été volés, des centres de secours ont été envahis. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on défend une cause, surtout pas en attaquant ceux qui viennent aider les gens. Maintenant, nous, on était bien contents d'avoir la police à nos côtés pour nous protéger lors de ces moments-là. Donc, pour moi, le choix, entre guillemets, est tout vu. Donc, d'un côté, on a quand même une réaction qui est violente pour les défenseurs de Nahel. Enfin, en tout cas, c'est ce qui en est ressorti. Évidemment que tous ceux qui défendaient Nahel n'étaient pas violents. Maintenant, ceux qui ont été violents, c'était les défenseurs de Nahel. Ceux qui étaient du côté de la police, ils ont quand même été plus discrets, même s'il y a eu des réactions peut-être au niveau médiatique. Il n'y a pas eu d'action, entre guillemets, violente pour défendre la police. On pourra aussi noter qu'il y a eu beaucoup de personnalités publiques qui se sont rangées du côté de Nahel, ce qui est presque dommage quand on voit les violences que ça a engendré, les personnes qui défendaient ce camp-là. Par rapport au fait que le moyen de contestation n'était pas bon, est-ce que ça veut dire que tu considères que la violence n'est jamais un moyen de révolution sociale et politique? Si oui, comment tu positionnes le fait qu'on vit dans un pays qui, historiquement, a eu ses plus grands changements sociaux et politiques par la violence? Donc, est-ce que tu considères que les voix qui ont été portées par Nahel avec le moyen de la violence, c'était pas justifié? Parce qu'on est dans un pays où, à cause de certaines choses qui se sont déjà passées, on a déjà dû recourir à la violence. C'est un très bon point que tu soulèves là, et ma réponse elle est toute trouvée. C'est-à-dire que là, on est sur... faut voir les deux poids de mesure. Tu prends l'exemple de la Révolution, je pense, en 1789. On est sur quand même une société qui est au chevet d'un roi mégalo, enfin, pas vraiment pour Louis XVI à ce moment-là, mais on sort quand même d'un règne de Louis XIV, un peu moins de Louis XV, notamment Louis XIV qui était très très dur envers sa population, une population qui n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour vivre, notamment au niveau de la santé et de la sécurité alimentaire, même si évidemment ce n'est pas encore parfait. Là on est sur un changement de politique, on est sur un changement
de façon de gouverner, un changement de régime. Là, quelle revendication justifie un soulèvement qui pourrait être comparé? J'ai dit les révolutions. Oui, On le sait que la violence, que ce soit chez nous ou chez d'autres, ça a été un moyen de faire entendre sa voix. bien C'est sûr. ça que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont usé de cette violence-là, elle était pas légitime, elle n'était pas justifiée, que c'était disproportionné? Parce que faut quand même, enfin, la mort de Naël s'ancre dans un truc qui est plus global. C'est Adama Traoré, c'est Zaïd Bouna, c'est plein de gens avant Naël en fait. Est-ce que tu peux considérer qu'il y a juste eu un ras-le-bol, ou est-ce que tu trouves que les gens ils sont servis comme prétexte pour user de la violence? Je vais utiliser moi la carte du prétexte. Pourquoi? Parce que ce qui a été remarqué, c'était que pendant les émeutes, la plus grande partie des arrestations qu'il y a eu, c'était des jeunes, des très jeunes, des mineurs qui n'ont pas l'âge, enfin ça c'est mon avis, qui n'ont pas l'âge ni la maturité pour porter ce genre d'idée-là. C'est pas des pères de famille ou des mères de famille qui étaient dans les rues en train de caillasser les pompiers. Donc une colère, ça se comprend. Qu'ils aient des idées à revendiquer, des changements à revendiquer, je comprends. Maintenant, je pense que la violence comme elle a été exprimée et envers qui elle a été exprimée n'était pas justifiée. Estimez-vous que la situation aurait pu être désamorcée sans l'usage d'une arme à feu? Ouais, si c'était arrêté la première fois. Je pense qu'elle était tournée plus du point de vue des policiers. Du point de vue du policier, Pu faire autre chose que de tirer dessus pour pouvoir arriver. j'ai envie de dire, la première fois, est-ce qu'ils ont sorti leur arme pour qu'ils s'arrêtent? Ça donne aucune idée. Moi, il ne me semble pas. Alors après, encore une fois, à vérifier. Donc, encore une fois, ils sont que deux. Il lui dit de s'arrêter. Il s'arrête, il prend la fuite. Il le rattrape. Ils sont encore une fois que deux. Qu'est-ce qu'ils ont en moyen sur eux pour qu'ils s'arrêtent pour de bon? Moi, sous la menace d'une arme, je ne bouge pas. Après, est-ce que tu peux comprendre dans la médiatisation souvent des bavures policières, pour un point de vue d'un jeune, lui c'était un jeune maghrébin d'origine, que ce point de vue d'une arme de la police, il puisse avoir peur et prendre la fuite Non. en ayant connaissance de son point de vue à lui? Moi, je ne comprends pas. Des bavures policières qu'il y a pu y avoir. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, la police, c'est ce qu'il y a en haut. Donc, toi, tu es citoyen. Lui, il est détendeur de... Il fait, comment on dit? Il fait appliquer la loi. Il te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Ouais, bah t'as fait une connerie, t'as 17 ans, t'as pas le permis, t'es au volant d'une voiture importée de Pologne. Bah, tu t'assumes en fait. Si tu prends la responsabilité de faire des choses que tu n'as pas le droit de faire, bah, il faut assumer jusqu'au bout. Là, dans le contexte, c'est pas un cas d'assumer, c'est un cas de peur face à un danger. La première fois où il se fait arrêter, avant d'être braqué par l'arme, après à vérifier encore une fois s'il n'a pas été braqué par l'arme le premier coup, pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? Pourquoi est-ce qu'il redémarre? Il faut peut-être le voir aussi comme c'est un enfant. Et le cerveau finit d'être développé. Alors à 17 ans... C'est pas fini d'être développé, ça se finit vers 23 ans, 24 ans, un truc comme ça, et ça peut dépendre en fonction des personnes. Ouais, ok. Donc là, il se voit qu'il se fait arrêter par la police. Ses réactions primales, c'est il se sauve pour... Et pourquoi est-ce qu'il y a une réaction primale, comme tu dis? Parce que, en fait, face à une situation de danger pour lui, face à une situation de danger, c'est... Mais en fait, il n'est pas en danger. Ah, laisse-moi finir. Excuse-moi, pardon. Le danger pour un enfant, c'est la peur de ses darons, de se faire engueuler. Parce que tu te fais attraper par la police, je pense que tu te fais déniquer par tes darons. Donc il y a cette peur-là. À la peur de se faire arrêter juste par la police. Parce qu'il sait qu'il peut être dans la merde à cause de ça. Et donc, est-ce que déjà, en fait, il faut prendre en compte que c'est un enfant, c'est pas un adulte comme nous, et qui a agi sous la peur de ça, sans forcément réfléchir aux
conséquences de ses actes que ça pouvait être encore pire de prendre la fuite. Pour moi, quelqu'un qui a 17 ans, qui conduit une Mercedes, je ne le considère pas comme un enfant. Enfin, si je dois l'aborder, je ne vais pas le considérer comme un enfant. Le fait qu'il prenne la fuite, bah ouais, c'est un comportement d'enfant. Mais tu ne conduis pas une Mercedes si tu as un comportement d'enfant. C'est vraiment un comportement enfantin, en tout cas, de se dire « vas-y, je vais prendre cette Mercedes avec mes potes et aller faire le con, le kéké dans Nanterre ». Bien sûr. Et pour moi, c'est juste c'est du jeu, en fait. C'est du jeu, donc je pense que ne pas le considérer comme un enfant, c'est déraisonnable. Mais on ne parle pas d'un gamin de 12 ans, là. Le mec, il était majeur l'année d'après. C'est un mec à qui on donne le droit de vote l'année d'après. Ouais, mais il l'a pas. C'est quand même un enfant. Alors, pour moi, c'est pas un enfant, c'est un mineur. Tu vois, au début, je l'ai qualifié d'enfant parce qu'en effet, il a eu un comportement de gamin. Mais factuellement, bah, c'est un mineur, c'est un adolescent, presque un jeune adulte bientôt. Il me semble qu'aux yeux de la loi, quand tu as 17 ans révolus, si tu fais un délit, tu n'es plus considéré comme... tu n'es pas jugé comme mineur. Alors ça doit dépendre de l'infraction que tu fais, mais à ce moment-là, tu n'es plus jugé comme un mineur. Moi, mon argument, je vais le positionner plutôt à un autre endroit. Ouais, dis-moi. Pour moi, le débat, il ne se positionne pas sur est-ce qu'il était en tort ou pas. Il était en tort. C'était illégal. En effet, il n'y a pas de débat. C'était illégal. C'était supposément dangereux. Parce que ça dépend de... On peut pas... Il faut être aussi réaliste. On ne peut pas identifier de si c'est un bon conducteur ou pas. On va dire que c'était supposément très probablement dangereux. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas disproportionné de sortir une arme face à quelqu'un qui commet un délit qui est dangereux, mais on ne parle pas de quelqu'un qui était armé, on parle d'un jeune de 17 ans qui était au volant d'une voiture. Moi, la question plus que je pose, c'est la proportionnalité de quand les forces de l'ordre peuvent invoquer ou non la violence. En réalité, l'histoire Naël, le cas Naël, ça pose cette question-là. Dans quel cas la police a le droit de recourir à la violence? Et moi, est-ce que tu trouves que c'était proportionné de braquer une arme sur un mineur, on ne va pas dire un enfant, un mineur, qui était au volant d'une voiture? Il est en tort, on est d'accord, mais Naël, il aurait dû être devant un tribunal. Naël, il aurait dû être arrêté. Mais quand tu vois que tu ne peux pas arrêter, tu n'arrives pas à arrêter le gamin, est-ce que la police se doit de sortir une arme? Parce qu'à partir du moment où tu sors l'arme, c'est la première étape pour aller au drame en réalité. Bien sûr. Donc moi, c'est ça ma question, tu vois. Et quelle autre solution ils ont? Ils sont en sous-effectif. Le mec, il fait une course-poursuite dans Nanterre. Il a deux doigts d'écraser la moitié des gens. Est-ce que toi, avec ta conscience, tu te dis je ne mets pas de moyens en plus et je sais qu'il va encore m'échapper et qu'il risque de shooter ta famille derrière? Moi, je me mets à la place du policier, il est dépassé par la situation, certainement. Ouais, mais je te réponds à toi. Il est dépassé par la situation. Quel autre moyen il a à disposition à mettre en place de manière supplémentaire par rapport à la première arrestation qu'il fait pour inciter un gamin à s'arrêter, un mineur à s'arrêter? Il y a deux trucs. Pour moi, on ne peut pas servir de l'argument de la carrière. Parce que ça se peut qu'il a déjà shooté dans 3 gamins, on n'est pas au courant. C'est vrai. On ne le sait pas. C'est vrai. On sait à quel point la police, et ça c'est pas une théorie du complot, Mmh. une partie de la police protège la police et ses semblables. Donc on ne sait pas s'il n'y a pas eu des affaires dissimulées, s'il n'a pas pour habitude de faire des choses de cet ordre-là mais qui sont moins graves. Mmh. Ça on ne le sait juste pas. Moi je vais répondre à ta question. Est-ce qu'en tirant sur Naël, il met pas plus en danger les gens qui veulent protéger? Parce que la réalité, c'est qu'il a tiré sur Naël et que quelques mètres plus tard, Naël, il finit il fait un accident, je crois qu'il rentre dans un mur ou dans un poteau.
Ouais, mais il n'y a personne sur la route à ce moment-là. Mais le truc, c'est qu'il a quand même tiré sur un mineur au volant. Enfin, je trouve ça plus dangereux que de laisser le mineur partir. Bah, franchement, quand tu regardes les vidéos, il y a une dame avec sa poussette qui traverse et il passe à 2 cm. C'est une chance, comme tu as dit. Donc pour toi, c'est mieux de tirer sur quelqu'un en prenant le risque que ça va très certainement ça va créer. Il va plus être en capacité de conduire normalement. Donc c'est un mineur, tu sais pas quelle est sa capacité de conduire et tu vas amoindrir encore plus sa capacité de conduire. C'est curieux. Je pense évidemment que quand il sort l'arme, il se dit pas je vais lui tirer dessus. Pour moi, on est sur une menace. Tu vois. Après. Parce qu'on démarre, moi j'espère que demain, si je me dis que si je m'arrête pas et qu'on me braque une arme, qu'on me tirera pas dessus. Pourquoi tu te dirais que tu t'arrêtes pas? Donc, ok, le fond du débat, c'est tu trouves ça ok que parce qu'on a dit non à la police, on se fasse tirer dessus? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit au tout début, c'est que pour moi, personne ne mérite la mort. On est d'accord. Personne ne mérite la mort, il ne méritait pas la mort. Maintenant. Toi, à titre individuel, oui. Tu es en accord avec ce que la loi. Tu es d'accord pour dire qu'il n'est pas coupable? Oui. Pourtant, il a tiré. Oui, mais alors, encore une fois, on regardera rapidement le compte-rendu pour l'instant du procès, ce qu'il en dit. Mais pour moi, on n'est pas sur du il bouge, je tire. D'après ce que j'ai compris la fois en août, début août, quand j'ai lu. Après, ça commence à remonter, j'ai pas tout retenu, je te l'avoue. Mais voilà, après, c'est facile de parler à la place du policier. C'est facile de parler à la place de Naël, on n'est pas à leur place, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête des deux à ce moment-là. Est-ce que le policier, ça se trouve, il s'est dit dans sa tête, est-ce que je fais le choix entre la personne qui est en train depuis une demi-heure d'être à 2 doigts de tuer des gens ou la vie des gens qui traversent la rue, quoi. Quelle est sa balance bénéfice-risque? Parce qu'en général, dans ce genre de travail, dans le sien, dans le mien, les décisions, c'est balance bénéfice-risque. Est-ce que ce que je mets en place, est-ce que les risques que je prends apportent plus de bénéfices? Ouais. Moi, par exemple, à titre individuel, je suis prêt à considérer ce que tu me dis. Mais moi, je suis aussi prêt à considérer que la réalité, c'est peut-être celle que tu décris. C'est peut-être aussi que le policier, il était un poil tendu. C'est possible, un poil bien sûr. Raciste, et que la tête de Naël lui revenait pas et qu'il a fait un dérapage. Ah bien sûr, c'est possible. Mais encore une fois, on est sur des on-dit. Est-ce que c'est une possibilité? Bien sûr que c'est une possibilité. Mais le problème, il y a des mauvais mecs dans tous les tafs. Hein. Ouais, mais le souci, moi, que j'ai avec les gens qui ont la vie que tu as, et les gens aussi qui ont la vie inverse, c'est que ça, vous ne le dites pas en fait. Vous ne dites pas possiblement que ce flic, ok, peut-être qu'il a fait une erreur, qu'il n'était pas mal intentionné, peut-être juste que. Peut-être qu'il voulait vraiment lui faire du mal en vrai de vrai. Peut-être, c'est possible, bien sûr. Ça change beaucoup de choses. Ça change tout le propos de son acte. Bien sûr, mais en fait, quand tu prêtes des idées à quelqu'un, tu peux changer toutes les visions, tous les actes. C'est entre guillemets la facilité de quelqu'un qui défendrait les idées de Naël, que de toute façon la police ils sont racistes, ils ne devraient pas avoir d'armes sur eux, regardez ce que ça fait encore. C'est des raccourcis, c'est facile. Ce qui décrit une réalité. Une réalité possible. Une réalité possible. Parmi... Tu peux au moins dire que c'est une réalité qui a déjà existé. On a déjà eu des policiers racistes qui portent atteinte à des gens. Peut-être. Moi, j'ai pas vu. Donc, je vais pas dire oui, bien sûr, avec connaissance de cause. C'est une réalité qui peut évidemment exister. Il y a des gens racistes partout. Quand tu es censé faire appliquer la loi et qu'en plus tu es raciste, c'est dommage parce que le racisme est puni par la loi. Donc, non, mais pourtant, on le sait, ça. On le sait qu'ils existent. Mais ils existent partout. Ils existent partout. Il y en a dans la santé, il y en a chez les profs, il y en a chez tout ce que tu veux. C'est des gens qui sont censés nous protéger, tu vois. Bien sûr, mais pour toi, un prof raciste, c'est pas plus problématique qu'un policier raciste? Ah, prof, police. Tu vois? Est-ce qu'un docteur raciste n'est pas plus problématique qu'un... Tous les gens qui sont censés venir nous
Alors que le caissier, je m'en fiche un peu, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être moins problématique, mais ça te fait chier de passer à la caisse et qu'on te prenne pour une merde, quoi. C'est moins grave. C'est moins grave, mais des gens racistes, il y en a partout. Donc, en effet, ouais, il est censé faire appliquer la loi et admettons qu'il soit raciste, c'est dommage parce que c'est interdit par la loi le racisme. Donc oui, c'est une possibilité, ça existe peut-être, c'est très certainement même vu qu'il y en a partout. Donc c'est évidemment une possibilité. Maintenant, je ne vais pas prêter des intentions à quelqu'un que je ne connais pas. Que pensez-vous du soutien public apporté à la famille de Naël et aux policiers impliqués ? Maintenant, quand on regarde Kylian Mbappé, il n'a pas fait de message pour la police. Le policier, la présomption d'innocence, il se l'est mise là où on pense, hein, parce qu'ils l'ont envoyé en prison directement. Le président de la République a enlevé son soutien directement à la police, alors que c'est censé être un peu son patron. Je trouve qu'il n'y a eu pas assez de soutien envers la police et envers la famille du policier. Parce qu'en effet, il y a eu une cagnotte, c'est super. Heureusement pour la famille, parce qu'il me semble qu'il y a eu des menaces de mort envers sa famille, que leur adresse a fuité. C'est une situation, je pense, qui n'est pas simple à vivre quand tu es de la famille du policier. Le policier, sa présomption d'innocence, il ne l'a pas eu, donc il est en prison directement. Je pense que la vie d'un policier en prison, elle n'est pas facile non plus. Alors que Naël, il y a toutes les célébrités qui ont eu un petit message pour cet petit ange parti trop tôt. Tout à fait, Naël est mort. C'est vrai. Il est en prison, il va peut-être déjà bientôt ressortir. Bien sûr, mais alors pourquoi pourquoi il n'y a pas eu de message de soutien pareil pour Thomas quelques temps après? Parce qu'il y a je suis désolé. Il y a le sujet de ça en vouloir aucun camp. Ah mais j'en veux au gouvernement de ne pas avoir assez soutenu ces agents de police. Il y a des morts plus racoleuses que d'autres. Et ça, c'est ni la faute des morts, ni des meurtriers, ni de personne. Bien sûr. C'est que Naël, le jeune Algérien, jeune Français d'origine algérienne qui est au volant d'une BMW et qui se fait abattre Mercedes. avec une vidéo, Mercedes qui se fait abattre avec une vidéo, c'est vendeur, quoi. Ça fait vendre des articles. C'est sûr. Donc, c'est sûr, la presse se sont régalés. C'est de la faute de personne, à part du gouvernement, de ne pas soutenir tous les drames. Bien sûr. Mais c'est normal qu'on ait moins soutenu un gars qui a abattu un gamin, même si... En fait, la réponse, moi, je continue à le dire, c'était disproportionné. On ne tire pas sur un gars au volant. Comme ça, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, on n'était pas dans la situation, on n'était pas dans la tête des mecs. C'est facile avec le recul et un an après de se dire c'était pas bien, il fallait pas faire comme ça. Je pense pas te dire que juste le fait qu'il soit mort, c'est pas déjà... Mais comme j'ai dit au début, pour moi, personne ne mérite la mort. Enfin. Donc si tu dis personne ne mérite la mort, tu veux bien à la conclusion que le policier a fait une erreur. Mais pour moi, il ne méritait pas de mourir. En effet, il n'aurait pas dû mourir. Donc le policier a fait une erreur. En le tuant, oui. Mais ça, c'est ce que je dis depuis le début. Il n'aurait pas dû mourir. Ça, c'est une certitude. Non, comme tu l'as dit, il aurait dû finir devant le tribunal. Tu vas te dire il n'aurait pas dû mourir et le policier a fait une erreur, c'est pas la... Parce que est-ce que dans le cheminement et sa procédure, est-ce qu'il a le droit de tirer? Après, il n'aurait pas dû mourir, mais est-ce qu'il avait le droit de tirer? Tu vois, s'il n'avait légalement pas le droit d'ouvrir le feu, en effet, c'est une erreur. Maintenant, la législation du port d'armes et de l'utilisation de l'arme à feu chez les policiers, c'est pas mon domaine. C'est quoi? Je réinsiste notamment sur le fait que je pense que c'est aussi normal pour les célébrités de soutenir Naël parce que c'était la bonne cause sur le moment. Par contre, je redis que le policier a été très vite abandonné par ses représentants et que je pense qu'il a conscience du mal qu'il a engendré et qu'il avait peut-être besoin du soutien de ses supérieurs, de montrer qu'il n'était pas seul dans sa merde, clairement, parce que
il a vécu une sacrée situation de merde après ça. Donc voilà. Selon vous, quelle est la responsabilité de Naël dans cette situation? Qu'est-ce que tu appelles cette situation? Le tout, en fait. Pour moi, elle est totale. À partir du moment où il prend la décision de prendre le volant de la Mercedes, c'est là pour moi où l'erreur commence. Donc pour moi, s'il fallait mettre... répète ta question pour voir si je suis bien dans ton propos. Selon vous, quelle est la responsabilité de Naël dans cette situation? Bah, pour moi, elle est, je dirais, primaire, s'il fallait donner un mot. C'est lui qui décide de prendre... S'il n'avait pas pris le volant de cette Mercedes, je ne serais peut-être pas là. Pensez-vous que les tensions entre la police et les jeunes des quartiers populaires ont influencé le déroulement de cet incident? Forcément, parce que je pense qu'il est issu des quartiers populaires, Naël. S'il n'y avait pas cette tension entre police et quartier populaire, il se serait peut-être arrêté. Il aurait peut-être pris le volant de cette Mercedes, il aurait peut-être fait ces infractions au code de la route, mais quand la police lui aurait demandé de s'arrêter, il se serait arrêté et arrêté, quoi. Donc on en revient au fait que s'il a pris la fuite, c'était par peur de la police à cause des tensions qu'il peut y avoir entre Mais par contre, comme je te disais, pour moi, c'est pas normal oui, c'est pas d'en avoir normal peur. qu'on arrive dans cette situation. C'est pas normal. Mais du coup, la faute est un peu aux deux camps pour le fait que ce soit pas normal. Du coup. Non. Non, parce que je pense qu'ils pensent que les tensions, c'est que la faute des gens des quartiers populaires. Mais moi, je suis solide sur ça. Pour moi, si tu fais pas de bêtises, t'as pas affaire à la police. Oui, alors moi, lui, explique-lui pourquoi non, s'il te plaît. Si tu fais pas de bêtises, t'as pas affaire à la police. Si tu te comportes bien, t'as pas affaire à la police. Oui, mais il y a des cas où aussi tu peux te comporter bien et avoir affaire à la police et avoir des problèmes. Rien que lui, il a un petit exemple. Ouais, je veux bien l'écouter. Non, vraiment, je courais dans la rue. Ouais. Je fuyais personne. Je courais parce que je voulais rattraper mon bus. Ouais. Et je crois que la police, elle m'a appelé. Mais genre, je te dis je crois parce que c'était... C'est après, je me dis peut-être j'ai entendu un truc, tu vois, je suis même pas sûr. Et en fait, ils m'ont pas dépassé. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de moi. Ils m'ont coursé et ils m'ont plaqué contre le mur. Ils auraient pu me dépasser et me faire un signe, je me serais arrêté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, vraiment, tu vois, moi, je veux dire, tu me connais, je suis pas un abuseur, j'essaie d'être quelqu'un de nuancé, etc. Moi, sur le coup, c'est un truc que j'ai vraiment mal vécu. Bah, c'est normal. J'étais sous pression de fou. C'est normal. Et le truc, c'est qu'ils ont commencé à devenir gentils quand ils ont vu que j'avais rien sur moi, tu vois. La première minute d'interpellation, elle était dure. Et après, quand ils ont vu que mon sac, il était vide et tout, ils sont devenus gentils, tu vois. Mais le truc, c'est que, bah, il y avait... On va pas comparer mon histoire à celle de Naël, mais je trouve qu'il y a un truc à dire sur le fait de... Il y avait un autre moyen de... Je trouve qu'ils m'auraient dépassé, ils m'auraient fait un signe, je me serais arrêté. Et ils ont préféré s'arrêter derrière moi, me courser et me plaquer contre le mur. T'étais où à ce moment-là? J'étais où, genre... géographiquement parlant. Géographiquement parlant, c'était même pas dans une zone pavillonnaire. Ok. C'était même pas la cité. Alors je t'avoue que là comme ça je sais pas. Maintenant, il y a, ça se trouve on sait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un cambriolage récemment dans ce coin-là? Est-ce que du coup il y a une patrouille de police qui passe parce qu'il y a un truc en... Tu vois, on sait pas. C'est facile de... Quand on pense accuser quelqu'un, ouais. on part de la base qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Là ils se sont basés sur rien à part le fait que je cours pour me plaquer. Ouais. Tu vois? Ça c'est bien fini? Oui, mais ça s'est bien fini. Mais la première minute, elle était costaud, tu vois. Bien sûr. Elle n'était pas agréable parce que j'avais vraiment rien fait. Et des trucs comme ça, moi, avec la police, j'en ai d'autres. Des fois, ça m'est arrivé, j'étais avec des potes, on était sur Paris en voiture, on nous a arrêtés main sur l'arme, ça nous parlait de manière vraiment pas cool, alors qu'on était genre juste, on est venu en tournage. Ils étaient en mode, ouais, vous faites quoi sur Paris? Des fois, il y a des. Autant je suis tombé sur des policiers graves sympas, autant des fois, il y en a, j'ai l'impression que parce que je suis ce que je suis, ils partent avec des a priori. Ok. Tu vois évidemment, je pense qu'il y a forcément des a priori. Quand tu es policier, que tu passes dans les cités et que tu te fais caillasser, que tu te fais insulter à tout bout de champ. Ça veut dire que parce que je Attends. Que tu te fais insulter à tout bout de champ et tout ça,
forcément, tu vois que c'est un schéma qui se répète. Et qu'en fait, du coup, tu assimiles une catégorie de personnes, peut-être, à une réaction. Et ça Ok. la discrimination. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle arrive, cette discrimination-là? Ouais, mais... S'il n'y avait pas de trafic de drogue, si en cité, ils n'étaient pas violents avec la police, alors après, c'est facile à dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, évidemment. C'est parce qu'il y a un problème dans les cités que les polices sont mis dessus, donc il y a confrontation entre les deux, donc forcément, un mec en uniforme, il se fait caillasser par les mecs de cité, même si c'est moi pompier, tu vois, c'est l'uniforme. Donc, réaction. Là, dans ton exemple, c'est peut-être triste à dire, mais parce que tu es maghrébin, réaction. Mais tu vois, des deux côtés, c'est la même chose. Tu vois ? J'ai quand même deux questions. C'est que, en tant que gardien de la paix, ils n'ont pas le droit de me discriminer et d'avoir des mauvais a priori sur moi sous prétexte que je ressemble à des gens qui leur ont fait du mal. Ils ont cette responsabilité d'être neutres quand ils m'approchent, de se baser que sur les faits et seulement les faits. Et là, aujourd'hui, il y a autre chose que les faits. C'est-à-dire que parce que je suis basanais, on va pas me parler gentiment. On va... Vraiment, ils sont venus, contrôle de voiture, ils avaient, ils avaient leurs mains sur la rampe, tu vois. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors qu'on était, genre, juste à Paris. On était dans une voiture qui était parfaitement la nôtre. On était 100% en règle. Et ils étaient pas loin de nous fouiller, tu vois. Et encore une fois, tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que juste avant, ils ont eu un coup de fil à la radio? Ouais, on cherche des mecs dans une voiture comme ça, avec une plaque. Mais c'est. Tu crois en Dieu ou pas? Non. T'as le bon soupçon à mort, mon gars. T'as le bon soupçon de fou. Mais en fait. Ça arrive plusieurs fois. Non, mais c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de truc. Mais ok, et je veux bien que tu aies ce ressenti-là. Moi, je travaille avec les mecs de la police directement. Franchement, moi, leur job, je le ferai pas. Pour rien au monde, je fais leur job. Ils sont sous une pression H24. C'est ça, partout où ils vont, c'est les méchants. Ils ont vraiment un job de merde. Moi, je suis d'accord que les cités sont un problème. Moi, mon avis sur la France, les cités sont un problème. Mais les cités ne sont pas un problème à partir de rien. C'est pas ex nihilo. C'est-à-dire que les problèmes de la cité viennent de décisions qui ont été prises il y a 30 ans, de gens qui avaient du pouvoir. Et donc moi aujourd'hui, je suis d'accord pour responsabiliser tous les maghrébins et les gens issus de l'immigration. Il faut responsabiliser les gens qui ont pris des décisions il y a 30 ans. De se dire, on va prendre tout ce petit beau monde-là qui ne savent pas parler notre langue, on va être tous au même endroit, et dans de la précarité en plus, et puis on va voir ce que ça donne. Sachant que l'immigration d'il y a 30 ans, c'était l'immigration qui était voulue par la France. Bien sûr. Moi par exemple, de base je pensais que mes grands-parents étaient venus de manière complètement illégale, jusqu'à que j'apprenne après une discussion avec ma mère que non, mon grand-père il est venu en France, il avait le droit de venir en France. On lui a dit que c'était ok, tu vois. Et quand il est arrivé, on les a traités comme on les a traités. Alors, en plus, si on rajoute le racisme et tu te balades dans la rue, parce qu'il y a 30 ans c'était beaucoup plus violent que maintenant. Bien sûr, Français, je pense aussi. C'était pas fun quand on est arrivé. Donc moi ma question c'est, ok on responsabilise tous les Mohamed et les Karim, il n'y a pas de problème, mais peut-être responsabiliser aussi l'État, il y a 30 ans qui a pris des décisions qui ont mené à cette situation. Et ça on a déjà discuté. Oui, moi je suis pas d'accord pour qu'on responsabilise que Mohamed et Karim et toutes les cités. Et bien sûr que la gestion des cités, de toute façon c'est quelque chose qui est assez unique. Je te prends, il y a des pays nordiques, les cités avec les grands bâtiments, c'est un truc méga huppé. Il y a que en Europe, il n'y a que en France et en Russie où les tours de béton, c'est pour l'immigration et les gens pauvres, entre guillemets. Tu vois, c'est les logements sociaux. Ça a été du coup de base mal géré et après, on découle ce qui en a découlé après. En effet, sectoriser des gens au même endroit, ça ne leur donne pas envie de s'intégrer aux autres, vu qu'ils sont tout le temps qu'entre eux. Donc, ils n'ont pas les moyens de s'intégrer, il y a la pauvreté, il y a la précarité, il y a toutes ces choses qui empêchent aussi à l'intégration. Et il y a tout ça, tout à fait. Il y a 30 ans, c'est pas comme maintenant, tu vois. Mais ça, on est d'accord. Totalement déconnecté politiquement et socialement du pays, en réalité. On est d'accord. Il y a forcément eu une mauvaise gestion à la base pour qu'on arrive à avoir limite presque des micronations en fait au sein des villes. Et du coup, moi, ma question définitive, c'est
pourquoi aujourd'hui il y a une petite partie de la France qui vient avec cette haine et ce mauvais regard sur les gens issus de l'immigration, alors que ces gens qui sont fautifs, on est d'accord, ils ont une responsabilité. Bah, c'est pas que leur faute. Pourquoi aujourd'hui les gens qui reprochent à Naël d'être Naël, d'avoir de l'incivilité, etc., pourquoi on ne dit pas ok, Naël est responsable, Naël n'aurait pas dû, mais Naël, on lui a mis toutes les conditions pour qu'il se comporte de cette manière-là. Naël, on a tout fait pour qu'il se comporte de cette manière-là. Naël, on ne lui a pas donné tout ce qu'il fallait pour qu'il n'ait pas le comportement qu'il a fini par avoir. Pourquoi ça, on ne le voit pas dans les discours, tu vois? On lui a pas donné tout ce qu'il fallait? Genre école gratuite Alors, école gratuite, mais quand tu rentres à la maison, les parents ne savent pas parler français. Ouais, mais j'estime que c'est la responsabilité de l'État de ne pas avoir fait un système qui prenait en compte la globalité du système migratoire que C'est sûr, mais aujourd'hui, faire ce reproche, j'ai envie de dire que c'est trop tard. L'État, il a mal géré son truc. Aujourd'hui, c'est pas la responsabilité de Karim de changer sa responsabilité de l'État, aussi d'un peu aider Karim, tu vois. Bien sûr qu'il faut aider Karim. Mais je suis pas sûr que l'État aide un peu Karim, tu vois. Je sais pas. Moi, pour moi, offrir l'école gratuite aux enfants, il y a des aides pour apprendre le français quand tu es issu de l'immigration. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais aujourd'hui, tu as l'école gratuite, tu as les soins gratuits. Il y a des moyens qui sont mis en place pour aider les gens. Je veux bien que ce système ne soit pas parfait, mais il y a des moyens qui sont mis en place. Maintenant, est-ce que la France aurait dû aussi éduquer, entre guillemets, parce qu'on parle d'éducation nationale pour les jeunes, mais les parents avant, ça aurait pu être une idée, tout à fait. Mais malheureusement, c'est trop tard. Aujourd'hui. Après, il y a l'école gratuite, mais avec des effectifs qui sont en baisse de plus en plus à cause de l'État. Ils ont voulu encore baisser il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est encore fait ou si c'est en cours. Bah alors, c'est fortement possible. Donc, moins de profs, et on le sait, on l'a vu pendant toute nos scolarités, des profs qui sont même pas capables d'apprendre correctement. Et puis, on a les mêmes noms en tête. Oui, mais du coup, il y a aussi cette responsabilité de l'État où, ok, il y a l'école gratuite, ok, ils sont censés avoir une bonne éducation grâce à ça, sauf que l'État fait tout l'inverse pour que l'école soit gratuite, mais moins utilitaire, moins compétente. Bah, alors là, l'État français, il est sous un gros problème qui est sa dette. Je ne sais pas si tu as entendu un petit peu parler de tout ça. En fait, on est dans une forme d'impasse où il faut faire des choix. Je ne dis pas que les choix sont bons. Tu le sais, moi, ma mère, elle a été instite pendant 20 ans. Moi, la question de l'éducation et de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, pour moi, faire passer l'éducation nationale en second plan pour faire des économies, c'est forcément pour moi pas une solution. Maintenant, l'État il fait des économies partout, là où il peut, mais surtout là où il veut, en fait. Et pour moi, faire des économies sur l'éducation, c'est pas normal. Comment tu as prévu la mise en examen de Florian M sur le site la mise en examen, elle est normale. Il a quand même tué quelqu'un, donc c'est normal qu'il y ait une enquête qui soit menée et tout ça. Cependant, comme je l'ai dit, la présomption d'innocence n'a pas été très très bien respectée. Quelle est votre opinion sur le rôle des autorités dans la gestion des manifestations qui ont suivi? S'il fallait donner un mot, je dirais débordé. Je vais prendre l'exemple de les 2 premières nuits. On a été complètement dépassé. Il y avait tout le département qui était en feu. On n'avait pas assez de moyens policiers, pas assez de moyens pompiers. On ne pouvait pas intervenir partout en même temps. Donc je dirais complètement débordé. Tu ne peux pas maintenir l'ordre partout en même temps avec cette ampleur-là. Je vais donner un exemple tout bête que j'ai peut-être déjà dû te donner. Et d'ailleurs, finalement, je crois que je ne vais pas le donner cet exemple parce que je suis plus sûr de l'exactitude, donc je vais éviter de me mettre dans la merde. Mais tout ça pour te dire qu'on a été dépassé. Je vais quand même te donner un exemple qui n'était pas celui que je voulais te donner. Sur la plus grosse nuit que j'ai faite, il me semble que c'était entre mercredi et jeudi.
suite à la marche blanche de la mère de Naël, où j'ai croisé la police une fois entre 22h et 8h, ça fait 10 heures d'intervention. Alors qu'on était sur des agressions sur des pompiers, alors qu'on était sur du feu d'école, du feu de bibliothèque, à côté des cités et tout ça, il n'y a qu'une fois où on a été protégé par la police. Donc je dirais dépassé. Et pourquoi des guillemets sur la marche blanche? Des guillemets sur la marche blanche parce que il me semble, alors il faudra retrouver les termes qu'elle a appelés, mais elle a appelé une marche blanche, mais à une réaction, mais à une révolution. Et puis brandir un fumigène et faire de la moto, moi c'est quelque chose qui m'a dérangé dans sa réaction. Enfin, ton fils il est mort et tu fais du bruit en bécane, quoi. Voilà, c'est marche blanche, c'est vrai que ça m'a un peu fait bizarre. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est vrai, non? Mais j'ai une réponse à ça. Mais réponds-moi. C'est bien ça que Je t'écoute. J'ai une réponse. Tu viens de perdre ton enfant, autour de toi, il y a plein de gens, tu es entre l'euphorie, la tristesse, la perturbation. Ça peut justifier des réactions incongrues. C'est quand même... Mais moi j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur les gens. Tu vois là, si tu vas dans les nombreuses vidéos qu'il y a de la mère de Naël sur internet, dans les articles qui sont en ligne, etc., tu vois beaucoup de gens qui ont l'avis de ah bah il est mort, c'est sa faute, quoi. Comme si on justifiait le fait que il est mort et c'est justifié, c'est normal. Et il y a des gens qui ont cet avis qui ont la même forme d'opinion que la tienne. Et c'est quoi ton avis sur cette opinion précise-là? Mon avis sur cette opinion précise-là, c'est que je pense que c'est des gens qui sont pas assez ouverts au débat de manière générale. Ils vont avoir leurs idées bien arrêtées et en fait, ils vont rester sur une forme bien précise sans vouloir forcément creuser dans le fond. Moi, c'est en prenant un peu de recul que, en fait, ça fait sens. Comme je l'ai dit juste avant, l'arme elle est dans la main du policier. Donc on ne peut pas dire que le policier n'a pas de responsabilité vu que c'est quand même son arme de service. Donc pour moi, voilà, mon opinion sur les personnes qui ont le même discours en gros que moi, mais sans mettre en responsabilité le policier, je pense que c'est juste des gens qui sont peut-être un peu moins aptes à débattre, peut-être un peu moins ouverts d'esprit surtout, et qui ne sont pas prêts peut-être à accepter leur tort aussi. Estimez-vous que la formation des policiers est suffisante pour faire face à ce type de situation complexe? Évidemment que non. Je crois que là, c'est beaucoup ressorti que leur temps de formation était vraiment court et qu'ils n'avaient pas assez de temps de pratique et d'accompagnement dans cette prise de décision qui est d'ouvrir le feu. Donc évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là et dans l'information pour eux. En règle générale, tu es d'accord avec les décisions judiciaires? Je pense que les décisions judiciaires, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que c'est beaucoup de l'émotionnel ou du personnel. Selon le vécu de chacun, tu vas être plus sensible à certaines affaires plutôt qu'à d'autres. Je pense que si tu as été violé, tu ne peux pas penser qu'un homme ou une femme peut ressortir de prison après sa peine. Tu vois. Maintenant, il y a un cadre légal qui existe. La loi, elle est comme elle est. Est-ce qu'il faut alourdir des peines, notamment dans les dernières élections, c'est les fameuses peines planchées qui ont été éprouvées, qu'il faudrait qu'au minimum ce soit ce truc-là. Pour moi, ça fait partie des solutions qui peuvent exister. Mais voilà, il y a un cadre légal. Tant que la justice a été rendue et rentre dans son cadre légal, on ne peut rien dire. La justice a fait son travail, quoi.
Après, je vais reprendre l'exemple de Philippines, que la sortie de prison du mec sous OQTF, ça a été très mal géré. Et là, ouais, il y a eu un faux pas. Maintenant, quand tu regardes les textes, il a fait son nombre d'années en prison. Il était censé être assigné à domicile dans un hôtel en attendant, je ne sais plus trop quoi. Mais bon, il est sorti, il a fait ce qu'on sait ce qu'il a fait, quoi. Alors qu'il était sous obligation de quitter le territoire français. L'équilibre entre le maintien de l'ordre et le respect des droits des citoyens. Pour moi, cet équilibre, il est très dur à avoir. Parce que, comme j'ai dit, on est tous humains. Donc, même si on doit rester impartial, quelle que soit la décision, le mec, il ne veut pas s'arrêter, il est à 2 doigts d'écraser des gens, tu fais une course-poursuite contre lui, tu n'as pas envie de lui offrir des fleurs. Donc pour moi, c'est un équilibre qui est très dur à maintenir entre la protection et le droit du citoyen. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait cet équilibre, malgré qu'il soit très dur à trouver. Okay. Surtout dans ce contexte, vu que tu me demandes dans ce contexte-là. Pensez-vous que les lois actuelles régissant l'usage de la force par les policiers devraient être modifiées suite à cette affaire? Pour moi, elles ne devraient pas être modifiées. Mais comme je l'ai dit précédemment, les policiers doivent être mieux formés et plus informés. Je pense que s'il y a de la sensibilisation et plus de pratique, le policier il est plus à même à se rendre compte du geste qu'il entreprend. Et de ce fait-là, il va être plus à même d'appliquer la loi correctement. Si tu n'es pas informé sur quelque chose, c'est difficile de faire bien cette chose-là. Donc, si je synthétise, bon, c'est dur de synthétiser. Oui, c'est très dur. Mais on va essayer de synthétiser. Tu me dis si tu es d'accord avec la manière dont je synthétise les choses. Si je résume, tu es en accord avec ce qu'ils ont écrit globalement, mais tu estimes qu'en vue du fait que tu es sur le terrain, tu risques d'avoir un avis un peu plus tranché, ce que tu expliques par le fait que tu vois des choses, tu vis des choses, et que c'est normal que toi aussi tu aies une réaction émotionnelle à tout ça. Et si je résume dans le cas de l'affaire Naël, pour toi, Naël n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû être au volant de cette voiture, il aurait dû s'arrêter et il n'aurait pas dû essayer de redémarrer, mais le policier n'aurait peut-être pas dû tirer. Est-ce que tu es d'accord pour dire ça? En tout cas, il n'aurait pas dû le tuer, ça c'est sûr. Il n'aurait pas dû le tuer. Il n'aurait pas dû le tuer, ça c'est sûr. On va passer sur ça. Tu es d'accord pour dire que le Canaël, c'est pas le premier, qu'au-delà des morts, il y a un conflit, une tension perpétuelle entre les jeunes gens issus de l'immigration et la police, les forces de l'ordre et l'État même. Moi, ma question c'est, est-ce que tu entrevois une solution? Alors je ne dis pas de tout régler, mais est-ce que tu as une idée de comment on pourrait créer du dialogue entre ces gens issus de l'immigration qui vivent des fois dans des lieux qui sont un peu reculés, qui ont un mauvais avis sur la police, l'État, qui sont totalement déconnectés, et puis une nouvelle France qui est en train de se développer ces 5-6 dernières années autour du fait pas de la haine des gens issus de l'immigration, mais on va dire qu'on les accuse, qu'on les comprend des fois mal, qu'on leur fait porter des fois la responsabilité de certaines choses et que c'est justifié, et qu'il y a ces deux camps en fait qui s'affrontent, il y a cette polarité qui s'est intensifiée ces dernières années. Toi, est-ce que tu aurais un début de solution pour créer un dialogue et pas résumer le tout à ouais, non mais la police n'a pas les gens issus de l'immigration, les gens issus de l'immigration c'est juste des petits cons qui foutent la merde. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre propos qui pourrait se dégager pour créer un début de dialogue entre ces deux polarités qui s'intensifient, qui vont s'intensifier dans les prochaines années encore plus? De toute façon, on le voit avec la situation politique du pays. Je pense que suite aux émeutes, il y a eu un ras-le-bol des personnes issues de l'immigration qui ont subi toutes les violences qui ont été liées aux émeutes. Le mec, le fils de sa voisine, il a cramé sa bagnole, en fait, ça le fout dans la merde alors qu'il est dans la même situation que la mère de ce gamin-là. Donc je pense qu'il y a eu déjà un ras-le-bol d'une partie des personnes qui sont dans ces communautés-là, qui veulent que cette image
de la personne qui a des origines extra-françaises. Putain, en cherchant le mot extra-français, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je reprends. Il y a un ras-le-bol de la part d'une partie des personnes de ces communautés-là qui en ont marre de cette image qui leur est collée. Comme on dit souvent, une étiquette, c'est facile à mettre, c'est difficile à enlever. Et je pense que ça va commencer par cette réalisation en fait, les personnes issues de l'immigration, c'est pas que des gens qui cassent et qui font chier tout le monde. Il y a cette envie d'enlever cette étiquette, et pour moi, ce dialogue, je pense qu'il va presque commencer en interne, au sein des cités, où justement il y a cette réalisation et que il y a cette envie de vouloir donner une meilleure image, quoi, entre guillemets, au-delà de donner une meilleure image, surtout de mettre de côté la mauvaise image. Parce qu'en fait, la bonne image, il n'y a pas besoin de la montrer. Je vais prendre ton exemple. Je ne suis pas sûr que tu sois un mec qui brûle des voitures et qui fait chier son monde. Tu n'as rien besoin de prouver, en fait. Mais je pense qu'il y a cette envie de mettre de côté, entre guillemets, les gens qui foutent la merde et qu'ils arrêtent. Donc ça, pour moi, ça va être une première partie. Je pense que c'est la réalisation des personnes au sein des cités et de ces communautés qu'il faut enlever cette étiquette-là. Ça va être du côté aussi de la police, des forces de l'ordre et de l'État de se dire, en fait, il n'y a pas que des méchants. Et je pense que de ces deux réalisations-là va découler un dialogue qui va presque être naturel. Peut-être différentes aides, peut-être recentrer les aides aussi, parce qu'il y a eu des propositions pour inciter les mineurs récidivistes à arrêter de couper pont à certaines aides, pour qu'il y ait cette réalisation, ce choc entre guillemets pour cette minorité de personnes qui font chier leur monde, si je fais chier le monde il est plus dur pour moi. Donc stop, et on essaie de rebâtir tous ensemble quelque chose de mieux. Oui. Et en ce qui concerne ce que tu as appelé les extras français, ouais. Si on ne parle pas de la police et de l'État, ouais. Comment on recrée de la confiance et du dialogue et moins de peur et moins d'appréhension entre juste le français lambda et son voisin qui est issu de l'immigration, quoi. Comment on fait pour que ça s'améliore, pour que les gens issus de l'immigration ne regardent plus d'un mauvais œil les gens qui sont blancs, parce qu'en réalité, la discrimination, elle est en réalité mutuelle. Moi qui vais de l'intérieur, je vois que c'est les deux camps en réalité qui se reprochent des choses. Et comment on fait pour que le voisin d'à côté, qui est peut-être là depuis 3-4 générations, il ne se dise plus que son voisin arabe, il est chelou parce qu'il sort manger là-bas ou qu'il l'entend crier le vendredi soir. Je pense que ça va démarrer d'un gros travail sur l'intégration. En fait, c'est vrai que la culture qui prolifère en cité, elle est très loin de la culture française, et qu'en fait, comme c'est deux opposés de base, c'est compliqué de naturellement se rassembler. Et je pense qu'il y a parler de compromis, ça serait peut-être un peu gros, mais qu'il y a forcément un moyen que les gens en cité ou quoi réussissent à intégrer la culture française pour faciliter tous les échanges après. C'est évidemment quelque chose de compliqué, et que si aujourd'hui tout le monde n'est pas parfaitement intégré, c'est que le système n'est pas bien fait et ne l'aide pas. Mais en effet, on peut imaginer des cours de français pour les parents. Tu l'as dit toi-même, certes les enfants ils sont éduqués à l'école, à l'histoire de France, mais quand ils rentrent à la maison, les parents ils ne parlent pas français. Et en effet, il faut peut-être aller vers ce côté où on va aider ces fameux parents ou les personnes qui ne parlent pas français ou quoi à s'intégrer dans notre système pour que ça puisse mieux fonctionner.